Peut-être déjà vous présenter et Oui. essayer de comprendre et de désacraliser un peu le mot qui peut faire peur à nos carrossiers, le mot de la RSE. Mais déjà, présentez-vous. Oui, tout à fait. Donc, moi, j'ai un parcours universitaire en tant que chercheur donc, en sciences humaines et sociales et plus spécifiquement en sciences de l'éducation, où j'ai pu travailler pendant mon doctorat sur l'action de l'implication professionnelle. Et on le verra, cette question, elle est fondamentale sur l'idée de l'attractivité et de la pérennisation des emplois. Et puis, j'ai une deuxième casquette, peut-être davantage ancrée sur le terrain, en tant notamment que DRH de l'entreprise Weiman Technologies. Donc Weiman Technologies, c'est un fabricant de cabines de peinture et c'est un concepteur d'ateliers de réparation que l'on veut propre, sécuritaire, ordonné, digitalisé et respectueux de l'environnement. C'est-à-dire qu'on est engagé finalement sur plusieurs niveaux dans la transformation des métiers de l'après-vente. Pourquoi je vous dis ça et que je vous raconte ça ce soir? Parce qu'en fait, quand on regarde mon parcours, quand on regarde mon cursus, à aucun moment j'étais prédestinée à travailler ni dans le secteur de l'après-vente, ni même dans celui de l'industrie. Et je crois qu'aujourd'hui, je peux affirmer que je fais partie de ces jeunes. Je suis encore jeune, je dis, de ces jeunes qui prennent du plaisir dans leur travail et qui s'éclatent dans leur job. Alors, il y a plein de raisons à cela, mais deux me paraissent essentielles. La première, c'est que Weiman propose un projet d'entreprise qui est porteur de sens, et ça, on le verra, je pense, tous ensemble. C'est essentiel sur la question de l'attractivité de la marque employeur, etc. Et également, c'est une entreprise qui se développe autour d'une stratégie RSE forte et engagée. Et pour répondre à la thématique qui nous rassemble finalement ce soir ici, eh bien, la RSE, c'est effectivement un puissant levier d'attractivité et c'est également un puissant levier de pérennisation des emplois. Parce que je crois qu'il ne faut pas se contenter uniquement de travailler l'attractivité. Oui, il faut attirer les jeunes talents dans les entreprises, mais encore faut-il ensuite savoir les garder. Donc la question de la fidélisation, elle me semble autant essentielle que celle de l'attractivité. Ouais, commençons avec la question qui peut fâcher un peu, parce qu'il y a des gens qui, rien que l'acronyme RSE, ça ne leur parle pas. Qu'est-ce que ça veut dire RSE et qu'est-ce que c'est en concret la RSE et quelle est la philosophie derrière? Alors, la RSE, moi, j'aime à dire que c'est d'abord et avant tout un concentré de bon sens. Effectivement, tu l'as dit, ça peut paraître un peu pompeux, un peu politique, un peu trop conceptuel. J'ai entendu Bobo parisien en parlant avec parfois les bon carrossiers. J'aurais pas osé. Ça peut faire J'aurais peur. pas osé le dire sur un plateau de... Donc non, c'est d'abord un concentré de bon sens, c'est beaucoup de pragmatisme finalement la RSE. Et moi, je la définirais comme la contribution, parce qu'on parle bien de responsabilité, donc c'est la contribution des entreprises aux enjeux de développement durable. L'idée étant finalement de ne plus seulement envisager la performance de l'entreprise uniquement sous l'angle de la performance économique, la rentabilité, mais dans une performance qu'on pourrait qualifier de multidimensionnelle. C'est-à-dire que l'entreprise, elle doit aujourd'hui prendre en compte dans ses décisions l'impact de son activité sur 3 piliers interdépendants. Économique, bien sûr, l'entreprise, elle doit être rentable, c'est un fait. Social et humain et environnemental. Et pas seulement environnemental, justement, parce qu'on va le voir, parfois ça fait un peu peur et on résume souvent. Certaines personnes pensent que le E dans RSE, c'est l'environnement, mais pas du tout. C'est la responsabilité sociétale des entreprises envers l'environnement, la planète évidemment, mais aussi envers l'humain et les salariés dans la question d'entreprise. Exactement. Trop souvent, la conception la plus répandue de la RSE, elle se réduit à cette seule dimension environnementale. Or, la RSE, elle occupe un spectre bien plus large et la dimension sociale, la dimension humaine, elle joue un rôle fondamental quand il s'agit de s'interroger justement sur la question de l'attractivité. Donc le pilier humain et social, c'est tout ce qui a trait finalement à la qualité de vie, aux conditions de travail, ce qu'on appelle la QVCT. C'est tout ce qui a trait au bien-être des équipes, au développement des compétences et à la formation, qui est un domaine un peu trop souvent mis de côté. C'est tout ce qui a trait à l'hygiène, à la santé, à la sécurité. Donc vous voyez, ça occupe un champ extrêmement large et c'est autant de thématiques, autant de sujets qui vont influer directement sur la marque employeur. Et ça, c'est essentiel quand on est dans un secteur pénurique, parce qu'aujourd'hui, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Et donc, travailler sa marque employeur, ça me paraît absolument essentiel, surtout quand on est aujourd'hui
sur un marché du travail qui est particulièrement tendu, où on voit qu'il y a des rapports de force qui tendent à s'inverser entre les employeurs et les candidats. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où l'employeur, il avait le choix. Il était presque dans une posture de toute puissance et il se permettait, encore aujourd'hui, par exemple, de ne pas répondre aux candidats qui n'étaient pas retenus aux entretiens. D'accord ? Aujourd'hui, la tendance, elle s'inverse et on a des candidats qui s'imposent et qui s'imposent avec davantage d'exigences dont justement la RSE fait partie. Parce que d'un point de vue strictement sociologique, le rapport au travail, il change. Il change profondément, c'est-à-dire que la génération qui m'a précédée, elle cherchait d'abord à réussir sa vie à travers le travail, à travers l'entreprise. Aujourd'hui, on se retrouve face à des nouvelles générations, mais pas seulement, c'est ça qui est très moi qui m'interpelle et qui m'intéresse, qui cherchent à réussir dans la vie, mais qui cherchent à réussir dans toutes les sphères, finalement, de leur vie. Ça a été aussi appuyé avec la période de la pandémie. On a vu que des gens avaient arrêté de travailler pendant cette période et au retour ne sont pas du tout retournés dans le secteur où ils étaient avant. Il y a de ça, c'est-à-dire que dans cette idée de RSE et dans ce nouveau rapport au travail, quelque part, on voit qu'il y a une quête de sens qui est particulièrement forte. Il y a un besoin d'implication, il y a un besoin de cohérence entre la vie personnelle, la vie professionnelle et il y a un besoin d'éthique de l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des jeunes candidats qui vont plus travailler n'importe où, dans n'importe quelle entreprise. Elle va chercher à voir ce qu'elle fait, comment elle le fait, et quelque part, l'entreprise doit lui rendre des comptes d'une certaine manière. Et justement, on parle des jeunes, on va continuer de parler de la RSE, évidemment, c'est la thématique de la soirée. On va parler évidemment d'emploi et aussi de répondre à une des attentes du gouvernement. On a entendu Emmanuel Macron, il y a un an maintenant, annoncer que pour ce quinquennat-là, il visait le plein emploi à la fin de son quinquennat. La carrosserie, il y a des postes à pourvoir. Donc c'est quand même assez curieux quand on a du chômage en face de se dire mais pourquoi on n'arrive pas à trouver suffisamment de personnel. On parle aussi parfois de respect. Les jeunes, ils veulent être respectés dans leur emploi, dans leur métier. La RSE, c'est aussi une façon de montrer à ses salariés qu'on pense à eux et qu'on cherche à faire du profit avec son entreprise, ce qui est normal, mais sans oublier son salarié. Oui, effectivement, on a besoin de se recentrer, nos préoccupations sur l'humain, parce que c'est une attente, en fait. Là, les entreprises, elles n'ont plus finalement d'autre choix. Ça devient une urgence, quelque part, que de prendre en compte ces dimensions-là et de les mettre en pratique auprès des jeunes, mais pas que. Pas que les jeunes. On visite beaucoup de carrosseries dans les reportages pour Choc notamment, et on se rend compte que c'est déjà en place, c'est déjà en marche. Et parfois, le mot fait peur et on ne se rend pas compte qu'on est déjà dedans, quoi. Finalement, oui, peu importe la dénomination qu'on va y mettre, ce qui va compter, je le disais en introduction, c'est le pragmatisme, c'est l'action. Qu'est-ce qu'on met en œuvre derrière ? Et je crois qu'il y a quelque chose, pour rebondir sur ce que tu disais, de l'ordre de l'authenticité. Quand on met en place une démarche RSE, effectivement, ça doit émaner de la direction. Je pense que ça doit être porté par la direction, mais ça doit être fait avec beaucoup d'authenticité et beaucoup de sincérité. Alors, ça peut paraître un peu simpliste, ce que je raconte là, mais pas tant que ça, finalement, parce que si on reprend un petit peu l'histoire, on se rend compte que la RSE, elle est d'abord apparue aux États-Unis, ensuite elle est apparue en France, en Europe dans les années 90, jusqu'à aujourd'hui s'être institutionnalisée. C'est-à-dire que c'est devenu ce que nous on appelle en psychologie sociale une question socialement désirable. C'est pas un gros mot, c'est quoi une question socialement désirable ? Ça veut dire que c'est une thématique qui est socialement valorisée, qui répond à des normes d'une certaine manière. Et on va plus loin aujourd'hui parce que non seulement c'est socialement valorisé, mais c'est aujourd'hui économiquement valorisé. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des entreprises qui vont se voir attribuer, je sais pas moi, des prêts à taux préférentiels parce qu'elles ont obtenu un label, parce qu'elles ont obtenu une évaluation jugée satisfaisante. Et ça, c'est dangereux à mon sens. À la fois, c'est très positif, on ne va pas se mentir, parce qu'il y a une forme de prise de conscience collective qui ne peut être que soulignée positivement au regard des enjeux de la RSE, mais en même temps négatif parce qu'il y a des dérives. Il y a des dérives qui peuvent avoir, à mon sens, des effets dévastateurs, que ce soit en interne. C'est le greenwashing. C'est ça, en interne comme en externe. C'est-à-dire qu'en externe, on va trouver des entreprises, par exemple, qui, sous prétexte de mettre en place des modules de formation sur l'action de l'inclusion, sous prétexte de soutenir des associations caritatives, vont se permettre en parallèle d'adopter des pratiques douteuses, voire parfois même condamnables, et qui vont se cacher finalement derrière cette idée de RSE. Et ce manque de sincérité, il a des effets vraiment dévastateurs, je le disais, en interne
interne comme en externe. En externe, tu l'as dit, très vite, elles vont être accusées de greenwashing, social washing, RSE washing ou ce qu'on veut. Et en interne, je trouve que les dégâts sont encore plus importants puisque finalement, on va se retrouver avec un décalage entre d'un côté les très beaux discours qui sont véhiculés vers l'externe et de l'autre la réalité des pratiques qui sont effectivement mises en place dans l'entreprise. Et ce décalage est parfois tellement important et bien que ça va entraîner un sentiment de frustration et une perte de confiance dans l'organisation, dans la direction, et même plus largement, je dirais, une perte de confiance dans le concept même de RSE, qui perd quelque part de sa valeur et de son essence. Donc je crois vraiment que la question de la sincérité dans la mise en place de la démarche, elle doit être centrale. Et peut-être pour rassurer les aussi, parce que c'est vrai que la RSE peut porter à des investissements, on le verra dans le concret tout au long de cette émission. Ce n'est pas un effet de mode, ça va rester. Vous ne m'en voudrez pas de faire un point d'abord avec Lucile Courtois. Un point peut-être pour compléter ce que vous disiez tout à l'heure et peut-être par rapport à une réponse que vous pourriez apporter à ce qu'on a entendu de la part des réseaux. Oui, mais je crois que ce qui me semble important à être souligné, c'est de travailler la question de la RSE à partir d'une temporalité élargie. Ça, je crois que ça me semble fondamental et je crois même que c'est le challenge le plus important en termes de conduite du changement qui a peut-être à opérer en matière de RSE, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui un besoin de passer d'une course à la productivité qui est orientée très clairement sur la question de la rentabilité aujourd'hui, où il faut vendre des heures, bien négocier avec les experts. Bon, ça ne fait pas forcément rêver les collaborateurs, mais en tout cas, il faut essayer de passer de cette course à la productivité vers une performance plus durable qui, elle, doit se construire dans le temps. Et on est dans des temporalités qui ne sont pas du tout les mêmes. Et je crois qu'il y a un vrai challenge, finalement, de la part des dirigeants d'entreprise en matière de RSE sur ce point précis-là. C'est-à-dire troquer l'immédiateté pour une performance plus durable qui prend du temps. Et c'est un challenge parce que, d'une part, c'est complètement dans une logique différente de ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on est uniquement axé sur la rentabilité. Et c'est aussi un challenge parce que ça demande en quelque sorte une prise de risque. Parce qu'effectivement, les résultats de nos investissements, parce que la RSE, elle coûte cher, les résultats des investissements, ils ne vont pas être visibles tout de suite. Ils vont se construire dans le temps pour quelque chose ensuite de beaucoup plus durable. Parce que concrètement, pour le dire vulgairement, il ne suffit pas d'acheter un baby-foot pour mettre dans la salle de pause. Non. Et la RSE, c'est bon, on a fait le job. Non, il y a une étude qui était très intéressante de 2 chercheurs américains, Salomon et Barnett, qui montraient que les relations entre performance sociale et performance financière et économique de l'entreprise entretiennent une relation en forme de U. C'est-à-dire que les investissements qui sont demandés pour atteindre finalement une performance sociale élevée vont dans un premier temps faire un petit peu décroître la performance économique pour ensuite la faire remonter, mais toujours dans cette idée de durabilité. Et là, je crois qu'il y a un travail à faire et il y a une nécessité, je crois, et les réseaux en ont parlé juste avant, d'accompagner ces acteurs-là. Parce qu'il y a effectivement une prise de risque. La RSE coûte cher, je le disais, c'est un investissement financier bien sûr, mais aussi en termes d'énergie à déployer. Et aujourd'hui, ces entreprises, on ne peut pas leur faire porter à elles seules cette responsabilité qui est quand même colossale. Si je reprends la définition du rapport Brundtland, le développement durable, c'est la capacité à répondre aux besoins présents sans pour autant compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Ce n'est pas une petite responsabilité qui repose sur les entreprises. Donc, elles ont besoin d'être accompagnées. Nous, le credo, c'est de faire de la qualité, de performer, de faire de la qualité, de répondre aux attentes du client. Alors, quand vous répondez à tout ça, obligatoirement, vous faites de la RSE tous les jours. Vous êtes obligé d'investir tous les ans pour mettre en place des outils performants, ergonomiques à vos salariés pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions. Table élévatrice, pointeuse qui se lève toute seule, maintenant au lieu d'avoir 50 kilos dans les mains. Vous travaillez aussi sur la réduction des coûts énergétiques, vous passez de la lampe au LED. Et dernièrement, nous avons mis en place, en plus du tri également, un gros projet de refonte de nos cabines de peinture avec nos amis Wehmann, pour plusieurs raisons, pour réduire les coûts énergétiques, pour avoir une cabine de qualité qui ventile bien, pour la santé de nos salariés, parce qu'ils travaillent beaucoup dans la cabine tous les jours, mais également pour faire de la productivité et gérer beaucoup plus de voitures dans la journée. Et répondre à nos besoins de résultats également. Voilà. Oui, parce que l'économie, elle est bien sûr
partie prenante de la question du développement durable, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et on l'entendait dans le sujet aussi. De toute façon, peu importe la raison pour laquelle on le fait au départ, il faut voir que les bénéfices ils sont multiples. Oui, d'autre part, oui, et nos salariés participent au résultat. C'est-à-dire que nous avons mis depuis plus de 5 ans un intéressement en place où les salariés de la carrosserie Morel touchent 20% du résultat de la société. Donc tout le monde est partie prenante pour faire des efforts à tous les niveaux et essayer de faire en sorte qu'on puisse répondre je dirais, aux besoins au niveau de l'environnement et également au niveau des résultats et de la qualité de vie dans l'entreprise. Et on l'entend de toute façon, on parlait tout à l'heure d'image par rapport à la carrosserie. On a un jeune qui est là avec nous, donc on va profiter pour lui en parler avant de parler des WorldSkills et de la compétition à laquelle vous avez participé. Quelle était l'image que vous aviez des métiers de la carrosserie au début avant de vous lancer dans une carrière automobile? Pour moi, c'est un métier qui évolue et qui va évoluer très très vite parce qu'on met tout en œuvre pour. Au début, c'était un métier où on disait qu'on pouvait tomber malade, qu'on arrive à des âges un peu plus anciens. Et je pense qu'aujourd'hui, ça a changé parce que les marques de peinture font en sorte d'évoluer, d'avoir des choses éco. Les cabines, pareil, ça ventile beaucoup mieux, les masques évoluent. La voiture qui se met à la hauteur du compagnon et pas l'inverse. Voilà, on se blesse plus. Donc pour moi, c'est un métier qui va évoluer et que beaucoup plus de personnes vont prendre du plaisir à venir faire ce métier dans l'avenir. Bon, montrez-nous la médaille quand même, parce qu'on la voit à peine, mais c'est quand même la classe, j'ai envie de dire. Moi, j'en ai pas une médaille, donc quand j'en veux une, ça me fait toujours pétiller les yeux. Un mot peut-être aussi de la fierté qu'on peut avoir de faire ce métier. On le sait, les métiers manuels, ils ont été longtemps mis de côté. C'était des voies de garage, sans mauvais jeu de mots pour la carrosserie. Mais qu'est-ce que ça fait aujourd'hui d'avoir une médaille dans un métier comme celui-là ? Mais moi, ma médaille, je suis fier de l'avoir, mais c'est surtout un travail d'équipe, parce que je ne suis pas tout seul, il y a une équipe derrière, équipe métier, on est 8, il y a l'équipe de France qui nous accompagne aussi. Donc cette médaille, pour moi, c'est plus une leçon de vie, de partage humain, et se repousser tout le temps, aller chercher ses limites et puis se remettre en question. C'est important ça aussi dans les RSE, le respect et la valorisation des métiers. Oui, tout à fait. Ce que j'entends là, c'est extraordinaire, mais ça reste un cas aujourd'hui exceptionnel qui ne fait pas encore, qui s'est pas encore élargi. Et nous, au niveau de Weimann, je le disais en introduction, on est engagé dans la transformation des métiers de la prévente et on initie avec le soutien de Mobiliance, avec le soutien de l'ANFA et du GNFA, un programme de recherche universitaire inédit sur justement les représentations de ces métiers-là, des métiers de la carrosserie, avec l'enjeu de comprendre finalement ce qui se joue derrière ces métiers, derrière ces représentations, mieux comprendre les attentes à la fois des nouvelles générations pour travailler la question de l'attractivité, mais aussi mieux comprendre ce qui fait sens chez les professionnels qui sont aujourd'hui en poste. Et ça me semble absolument fondamental. C'est une recherche qui est initiée, le questionnaire va être lancé cette semaine, et je crois qu'elle est inédite parce que, si vous voulez, on va pour la première fois faire appel à la méthodologie de recherche universitaire avec les critères de scientificité propres aux sciences humaines et sociales. Et ça n'a jamais été fait jusqu'à présent. Et voilà, on le fait avec l'Université de Toulouse Jean Jaurès. Et j'invite vraiment, j'encourage toutes celles et ceux qui sont concernés soit à répondre au questionnaire, soit à le diffuser si elles font partie des réseaux. Voilà, ce sera un questionnaire en ligne qu'on peut scanner directement avec un QR code et qui sera diffusé cette semaine à l'ensemble des carrossiers de France et des établissements de formation. Mais c'est le même problème pour le recrutement. Moi, j'ai de la chance, j'ai des salariés qui ne partent pas comme ça, tant mieux pour moi, mais j'ai quand même un salarié qui est parti à la retraite il y a 2 ans. Je viens de le remplacer seulement. Malgré la RSE Malgré la RSE, je viens seulement de le remplacer au bout de plus de 2 ans. Donc c'est très important pour nous de voir des jeunes qui mettent le métier en valeur et qui ont envie de réussir dans la carrosserie. On l'a dit auparavant, les métiers de la carrosserie payent bien, mieux que dans les bureaux. Et ils peuvent très bien payer pour des gens qui sont très compétents, surtout si on leur apporte des formations, parce qu'on est capable de les envoyer en formation sur du rivetage collage à Nantes alors que je suis à Lyon. On est capable de les envoyer au CSV également pour des formations. Donc c'est très important. Et ce qui est important aussi pour les salariés lorsqu'ils arrivent dans la société, c'est le cas du jeune que j'ai recruté il y a peu de temps, c'est de voir une servante neuve, pleine et des outils à disposition pour lui tout seul. Pour lui, c'est Noël. Donc c'est à nous d'investir
de les former et d'investir tous les ans pour pouvoir les garder et les aider à, je dirais, évoluer et pourquoi pas prendre en compétence et avoir des postes plus intéressants. Aujourd'hui, les salariés sont très demandeurs parce qu'ils savent que si on ne leur apporte pas ce confort, cette ergonomie dans les outils qu'on achète ou dans les tables élévatrices, aujourd'hui dans les cabines Weiman, la One Day Repair, vous avez 2 tables élévatrices pour pouvoir travailler, vous pouvez tout faire dedans, ils savent qu'ils ne vont pas aller au bout de leur carrière. C'est simple. Aujourd'hui, si vous prenez des anciens et qui sont proches de la retraite, ça fait dans les dernières 10 années avant la retraite, ils sont tout le temps malades. Où ils ont le dos cassé, où ils ont l'épaule, il faut se faire opérer. Donc il faut faire très attention à ce genre de choses et les aider à tenir toute leur carrière qui s'allonge, puisque le départ à la retraite s'allonge. Mais justement, parlons-en de la retraite, parce que c'est vrai que c'est une question. La pénibilité, elle a été mise au centre des débats sur le vieillissement, enfin en tout cas l'âge de la retraite qui était décalé. On peut le dire aujourd'hui, les carrosseries, ça va mieux. On a travaillé là-dessus. Sur la pénibilité du travail. Oui, bien sûr. Déjà, lorsque vous achetez une pointeuse aujourd'hui, vous la levez avec le petit doigt. Avant, il fallait 2 personnes pour pouvoir la lever. On a des tables élévatrices, on a des chaises pour pouvoir travailler à hauteur. On a tout ce qu'il faut pour travailler correctement si vous investissez. Lucille le disait tout à l'heure, ça coûte cher la RSE, c'est vrai? Oui, ça coûte cher. Moi, ça ne me fait pas peur parce que l'objectif de notre carrosserie, c'est d'avoir une carrosserie premium. Et comme le disait Bastien, le métier de l'automobile évolue très vite. Et si vous ne vous adaptez pas et vous n'investissez pas, vous allez être derrière tout le monde. Donc si vous voulez être dans les meilleures carrosseries et des carrosseries réputées pour accueillir des jeunes et les former, il faut investir et ça coûte très très cher. Et donc je rebondis sur ce sujet pour demander à nos têtes de réseau de nous aider à négocier auprès des assurances et surtout aux assurances de nous reconnaître les carrosseries qui font ce qu'il faut pour pouvoir mettre en avant le métier de l'automobile et qui font des efforts pour recruter des jeunes et les former et faire en sorte qu'on ait des carrosseries premium. Le message est passé, Lucille, j'allais vous dire, oui. Vous parliez de collaboratif tout à l'heure, de le faire ensemble. Oui, tout à fait. Et puis, je crois qu'on parle d'artisanat. L'idée, quand même, et ce qui fait sens, je crois, c'est cette fameuse réparation dans les règles de l'art. Et aujourd'hui, tu l'as très bien dit, on a quand même des situations qui sont assez problématiques. Quand on voit, par exemple, que les assureurs vont identifier la RSE sur le seul item, finalement, de l'économie circulaire, ça peut poser problème parce qu'ils nous disent, effectivement, réparer plutôt que remplacer. C'est un excellent discours, c'est dans la philosophie et dans les valeurs de la RSE. Sauf que pour réparer, ça demande des investissements, ça demande de la formation. Réparer dans les règles de l'art, ça demande une formation aguerrie pour pouvoir le faire. Et quand on se rapproche un petit peu des chiffres, ils sont quand même assez intéressants parce qu'on se rend compte qu'entre 2013 et 2022, alors j'arrondis à la louche, mais on a une augmentation des pièces, une augmentation des produits de peinture qui ont augmenté d'à peu près 40%, et en parallèle, on a un taux horaire moyen qui, lui, n'a augmenté à peine de 11%. Donc à un moment donné, effectivement, la réparation dans les règles de l'art, oui, mais elle ne peut pas être une réparation bon marché. Donc quand j'en appelais tout à l'heure à la responsabilité finalement des acteurs connexes, parce que cette responsabilité, elle ne reposera pas uniquement sur les entreprises, c'est aussi dans ce sens-là, quoi. Vous n'investissez pas, vous mourrez. Donc il faut investir. Des salariés qui voient que vous investissez, ils vous suivent. Ils sont avec vous dans le projet. Ils vont tout faire pour vous suivre. Moi, j'ai changé toutes mes cabines de peinture. On a travaillé pendant 5 mois avec une seule cabine alors qu'on en a 2. Ils m'ont suivi tous les jours de 6h à 19h le soir. Donc, si vous faites ce qu'il faut, ils vous suivent, les salariés. Ça demande des investissements, mais ça apporte de la rentabilité. Mais il faut se battre avec nos amis assureurs pour que notre taux horaire puisse être reconnu également. Les messages sont passés, je l'espère en tout cas. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Avant de se quitter, peut-être un dernier tour de table. Je vais me tourner vers vous déjà, Bastien, peut-être à destination de la jeunesse. Qu'est-ce qu'on peut dire à des jeunes qui aujourd'hui ne savent pas spécialement ce qu'ils ont envie de faire demain, ou en tout cas se posent la question de la réparabilité de la carrosserie, même pourquoi pas, ou de la peinture. Quel est le message que vous pouvez leur adresser pour les encourager ? Le message va être simple, c'est faites ce que vous avez envie, tout simplement, écoutez votre cœur et vous trouverez forcément le chemin qui va vous amener à l'excellence. Et puis, il faut suivre après tout le long de sa vie, c'est une rigueur à avoir et voilà. Lucille Courtois, le mot de la fin.
Je trouve qu'effectivement, il y a une nécessité aujourd'hui de remettre en lumière ces métiers qui sont des beaux métiers. Et donc, il faut les revaloriser, les remettre en lumière. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et je voudrais saluer cette démarche-là parce qu'en dehors du fait de parler de la RSE, il y a aussi un autre enjeu, je trouve, c'est que cette émission permet de redonner la parole. Redonner la parole aux dirigeants, aux entreprises et aux carrossiers et aux jeunes aussi. Et on est quand même dans un contexte qui est un peu difficile. Je ne terminerai pas sur une note négative, je le précise, je déroule, mais on est dans un contexte qui est un peu difficile. On a de l'hypercompétition, on a une pénurie de main-d'œuvre, on a un contexte de guerre, de crise sanitaire, de l'énergie, etc. Et je trouve que l'entreprise, elle doit se réinventer, elle doit se transformer pour finalement reconsidérer ses parties prenantes, reconsidérer ses impacts environnementaux. Et je crois pour moi que la RSE, elle constitue une réponse qui est éminemment positive et qui permet quelque part de rompre avec cette espèce de constat d'impuissance face au contexte un peu noir que je viens de décrire, qui conduit à ce qu'on pourrait appeler du passéisme, le fameux « j'y peux rien ». Bah oui, j'y peux rien de la guerre, oui, j'y peux rien à la pénurie de main-d'œuvre, oui, j'y peux rien à la crise de l'énergie. Mais ce « j'y peux rien », il est hyper dangereux parce qu'il place les gens dans une posture où on va subir le changement, comme une espèce d'imposition extérieure, où on n'aurait pas de latitude d'action. Et la RSE, elle permet, je trouve, de se repositionner en statut de décideur et d'acteur du changement, parce qu'on a tous un rôle finalement à jouer. Et je crois que, alors ça n'engage que moi, mais l'enjeu, il est quand même extrêmement important. Je l'ai dit, ce n'est pas une petite responsabilité. Et pour moi, la posture peut-être la plus juste, et c'est ce qui a été dit aujourd'hui, je crois, en matière de RSE, c'est celle de l'humilité. C'est-à-dire, à un moment donné, on est face à un défi qui nous dépasse un petit peu presque, si je reprends ce que j'ai dit en introduction. Et il faut le faire avec beaucoup d'humilité, analyser ce qu'on peut faire à notre niveau, être accompagné néanmoins, mais pourtant le faire avec beaucoup d'ambition. Et je crois que les entreprises qui se démarqueront, c'est celles qui réussiront à mettre le curseur au bon endroit, c'est-à-dire rester humbles dans ce défi, avec beaucoup de sincérité, beaucoup de transparence, mais le faire avec beaucoup d'ambition, parce que oui, ça demande du travail, ça demande de l'investissement, mais ça en vaut la peine, et je crois qu'il faut le mettre en place. Vous savez, il y a une citation que j'aime beaucoup de Ford qui disait que les deux principaux actifs de l'entreprise ne figurent pas à son bilan, ses hommes et sa réputation. Et je crois que là, on a encore un chantier à mener et qui va nous occuper sur les années à venir.